Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous expliquer ce que c'est que les polynômes à plusieurs variables et le calcul pseudo-différentiel. Ça veut dire que c'est les pseudo-dérivés qu'on va utiliser pour démontrer le théorème de Fermat. Après, on va essayer de résoudre l'équation du 5e et du 6e degré. On va commencer par les polynômes à plusieurs variables. Le formalisme mathématique nous oblige à écrire ça, soit un polynôme, etc. On a un polynôme P de x, y, somme, double somme de AJI, xn moins j moins i, yi. Ça c'est le premier polynôme. Cela, c'est le pseudo-dérivé. P, on connaît la dérivée qui a été faite par Newton et Leibniz. Nous, on va faire la pseudo-dérivée. P dpxy sur dx. C'est la somme j égale 0, n moins i, somme n moins j, n moins i égale à 0, n moins i moins j, aji, x, n moins i moins j moins i, yi sur n moins j. Et c'est la même chose pour la pseudo-dérivée par rapport à y. On appelle ça les dérivées partielles. Qu'est-ce que vous remarquez? Que n moins j doit être différent de 0. Ce qu'on vous a appris tout le temps, que le dénominateur doit être différent de 0. On va le démontrer tout à l'heure que le dénominateur peut être égal à 0. Je vais vous donner un exemple. Les dérivées de Newton. Si on prend un polynôme, une fonction, si vous voulez, ou bien un polynôme P de xy. Par exemple, on va mettre 2x de y. Si on veut dériver, on appelle ça dérivée partielle. La dérivée partielle d rang p de xy sur d rang x, c'est quoi? Dans ce cas-là, y étant considéré comme une constante. Ça veut dire qu'on va dériver le x2. Donc ça va donner 4xy. Et la dérivée xy par rapport à y, ça va donner, donc ça c'est une constante, ça va donner 2x2. Ça pour les dérivées classiques. Maintenant pour la pseudo-dérivée que moi-même j'ai mis au point, qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder de la même manière. Moi je vais prendre un polynôme général, p xy par exemple égale xn ym. Bien sûr, si je le dérive par rapport aux dérivées classiques de Newton, si je dérive par rapport à x, ça sera nxn-1 yn. Mais dans les pseudo-dérivés, on écrit p, pseudo-p, dp de xy sur dx. Ça va donner quoi? Je dérive normalement, c'est n xn-1, toujours, ym. Mais la nouveauté, on doit diviser par la somme des exposants. On divise par n plus n. Voilà la pseudo-dérivée par rapport à x. Pseudo-dérivée par rapport de p de xy par rapport à y, ça va donner m xn ym moins 1 sur m plus n. Ça veut dire à chaque fois, je fais la somme des exposants. À quoi ça va servir tout ça? Il ne suffit pas de trouver une formule mathématique. Il faut l'appliquer. Regardez ici. Les zéros, j'ai donné un exemple ici. Voilà, ce polynôme, ces pseudo-dérivés, les voilà. Voilà le polynôme, voilà ces pseudo-dérivés. Les zéros de ce polynôme et les zéros de ce système, c'est-à-dire je dois résoudre le système qui est pseudo-dérivé du premier. Les solutions de ce système appartiennent au polynôme initial. Je donne un exemple. Je prends P de xy égale x2 moins 2xy plus 2y2 plus 2x plus 3 égale à 0. La dérivée, la pseudo-dérivée par rapport à x. Si je prends un polynôme P de x tout court, par exemple x2, sa pseudo-dérivée P dp de x sur dx, avec Newton, les dérivées classiques, ça sera 2x. Ici, ça sera
x tout court. Ça veut dire ça, je le divise par x. Et c'est la même chose, si j'avais y, je divise par y. Donc si j'ai un polynôme p de x tout court, sa pseudo-dérivée, ça sera dp sur dx, ça sera p de x sur x. Donc ici, x2, c'est x. La dérivée de moins 2xy par rapport à x, ça donne quoi? La dérivée classique, ça donne quoi? Moins 2y. Mais je divise par la somme des exposants. La somme des exposants, c'est 1 plus 1. Donc ça donne y. Et la dérivée, la pseudo-dérivée de y2 par rapport à x, ça donne 0. C'est comme si on dérivait 2. Dans la dérivée classique, la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc celle-là, elle est considérée comme constante. Si on fait la pseudo-dérivée par rapport à x. Et ici, ça va donner 2. La même chose par rapport à y. Donc celui-là, c'est nul. Ici, ça va quoi? Ça va me donner moins 2x. Et je n'oublie pas, je dois diviser par la somme des exposants. Ici, il suffit de diviser par y. J'aurai plus 2y. Ici, c'est 0. Ici, c'est 3. Quand je fais la solution de ces systèmes, ça veut dire que je mets ça égal à 0 et ça égal à 0. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que x est égal à moins 7, y égal à moins 5. Quand je vais les remplacer ici, je vais trouver que celui-là aussi s'annule. Donc, ici, on a donné un exemple avec un polynôme à 2 variables. Je peux le faire à 3 variables, à 4 variables, à 5 variables, à une infinité de variables. Ici, je l'ai pris à un degré 2. Je peux le prendre à un degré 3, 4, 5, ça sera la même chose. Donc, je fais la dérivée. Si je fais la pseudo-dérivée, je résous le système, et à condition que le système admette des solutions. Et les solutions de ce système appartiennent à cette équation. J'ai donné un autre exemple ici, avec 3 inconnus. Donc, j'ai fait la pseudo-dérivée par rapport à x. Voilà, ça va me donner ça. La pseudo-dérivée par rapport à y, ça va me donner ça. La pseudo-dérivée par rapport à z, ça donne ça. Bien sûr, si je fais la pseudo-dérivée par rapport à x, y et z seront considérés comme constantes. Si je le fais par rapport à y, x et z seront considérés comme constantes. Et je n'oublie pas, je dois toujours diviser par la somme des exposants. Voilà, je vais donner un exemple. X moins 2, y égale 1. Si on les remplace ici, on va trouver que celui-là, il s'annule. J'ai donné un autre exemple, ici. Là où il y a une constante. Une constante, à quoi elle est égale la pseudo-dérivée d'une constante? Dans ce calcul pseudo-différentiel, la constante n'a aucun sens. C'est-à-dire, dire 2 ou 3 ou 4, ça n'a aucun sens. Le 2, il doit être dérivé soit de x, soit de y, soit de z. Quand je dis 1 tout court, ça ne veut rien dire. 1, ça ne marche pas. 1, c'est x puissance 0. Ou bien y puissance 0. Ou bien z puissance 0. Et 1, en plus, 1, je peux dire que c'est 1 demi plus 1 demi. Mais 1 demi quoi? Je peux mettre x puissance 0, y puissance 0. Je peux mettre 1 tiers plus 2 tiers. Je mets ce que je veux, plus ou moins. Ou bien 1, je peux mettre 3 moins 2, mais 3x puissance 0 moins 2 y puissance 0. Ou le contraire, ou bien je remplace x par y et y par x. Voilà. Donc, la dérivée de 1, donc si je mets x puissance 0, sa pseudo-dérivée, abus d'écriture, hein, parce que ça, c'est les dérivées classiques. On suppose qu'on va écrire comme ça. Qu'est-ce que ça va donner? C'est la même chose. C'est 0, x, moins 1 sur 0. 0, x, moins 1 sur 0. Et la pseudo-dérivée d'un polynôme, je l'ai écrit ici, je divise par x. Si je fais la pseudo-dérivée par x. Si je fais la pseudo-dérivée par rapport à y, je vais diviser par y.
Donc ici, normalement, ça c'est égal à 1 sur x. Le x moins 1, il descend en bas. Ça veut dire qu'est-ce que je vais faire? Le 0 et le 0 se simplifient. Dans ce cas, 0 sur 0 est égal à 1. Et comment? C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire 0 sur 0 est égal à 1, il faut le vérifier dans les polynômes que je viens de vous citer. Ici, j'ai pris 2. 2, je peux le mettre 1 plus 1, 3 moins 1, ce que je veux. Ici, j'ai mis 1 plus 1. Donc, le 2, c'est égal à 1, c'est x puissance 0, plus y puissance 0. X puissance 0, c'est 1 sur x, y puissance 0, c'est 1 sur y. Vous demandez à n'importe quel mathématicien, il vous dira que c'est impossible. Mais monsieur, quand je le remplace ici, je vais trouver que les solutions de ce système appartiennent aux solutions de l'équation du polynôme initial. Donc 0 sur 0, ça peut être égal à 1. Premièrement. Deuxièmement, ici, j'ai donné un autre exemple où, voilà, la pseudo-dérive de P de xy sur dy, ça donne que des x. Ici, c'est une équation du second degré. Quand on résout, je trouve x1. Quand je trouve x1, je remplace ici, je trouve y1. x1 égale moins 1 demi, y1 égale moins 3, x2 égale 2, y2 égale 6. Et je les remplace ici, je trouve, c'est la même chose, ils appartiennent. La même chose, j'ai donné un autre exemple ici. Maintenant, le charme de ce calcul pseudo-différentiel. Si je prends, par exemple, un autre polynôme p de xy égale à x2 moins xy plus y2 plus x plus y. Ici, il y a un 0. Il n'y a rien. Maintenant, à partir du néant, je peux créer un objet mathématique. Au lieu de 0, je peux mettre 1 moins 1 ici. Je peux mettre 2 moins 2. Je peux mettre ce que je veux. Ici, il y a 2 variables. Je vais mettre 1 moins 1. Mais s'il y avait 3 variables, le 0, donc il faut qu'il y ait x, y, z. Donc je peux mettre 2, moins 1, par exemple. Mais simplement 2, ça n'a aucun sens. Donc ici, si je mets 1, ça n'a aucun sens. Donc je vais mettre x puissance 0. Moins y puissance 0. Je peux mettre 2x puissance 0, moins 2y puissance 0. La dérivée classique, si vous dérivez une constante, vous avez 0. Si vous dérivez 0, vous avez 0. Ici, non. Le 0 peut être écrit 1 moins 1, et j'aurai ici la pseudo-dérivée, par exemple, p dp xy sur dx. Ça va donner quoi? X, ici, y sur 2. Ça, c'est nul. Ça, c'est 1. Ici, 1 sur x. La pseudo-dérivée xy par rapport à y, ça donne quoi? Ça, c'est 0. Donc ici, c'est moins x. Je divise par toujours la somme des exposants. Y, c'est 1. Ça, c'est 0. Plus y, c'est 1. Moins 1 sur y. Voilà. Bien sûr, si vous vous amusez à résoudre ce système, pardon, x moins y sur 2. Si on résout le système, les solutions de ce système appartiennent au polynôme initial. Ils appartiennent. Donc le 0, dorénavant, ce n'est pas 0, c'est un objet mathématique qui, si je lui fais la pseudo-dérivée, ça donne 1 sur x. Voilà. Maintenant, on va utiliser tout ça pour démontrer
le théorème de Fermat avec une facilité déconcertante. Je le démontre en une seule page. Le théorème de Fermat, qu'est-ce qu'il stipule? C'est qu'on ne peut jamais trouver un polynôme x, y, z, bien sûr x, y, z entier avec n entier, tel que x plus xn plus yn moins zn égale à 0. Fermat, c'était une conjecture, ça fait 4 siècles de ça. Il a démontré juste, c'est-à-dire c'est valable juste pour le premier degré et le second degré. Mais pour le troisième degré, il a démontré que c'est impossible. Il y a Andrew Wiles qui l'a démontré, ça a nécessité des centaines de pages pour arriver à démontrer ce théorème, cette conjecture, parce qu'après, elle devient théorème. Donc, il a utilisé des mathématiques qu'une poignée de mathématiciens à travers le monde qui peuvent comprendre ça. Moi, je le fais avec un calcul qu'un élève de terminale peut comprendre. Je mets le polynôme x2. Donc, le travail, c'est qu'il faut que x2, xn plus yn moins zn différent de 0, n supérieur à 2. On ne peut jamais trouver un polynôme xn plus y égale à 0 si n est supérieur à 2. Il faut le démontrer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, voilà ça, p de x plus g de y. Je prends deux autres polynômes, l'un en x et l'autre en y. Ici, ça c'est 0. C'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le 0, à partir de 0, je peux créer un objet mathématique. Donc, puisque j'ai trois variables, x, y, z, donc je dois mettre D1, D2 et D3. Ça veut dire que D1, c'est D1 en réalité, D1, x puissance 0. D2, x puissance 0. Y puissance 0. D3, c'est z puissance 0. Donc ça, c'est 0, mais avec le 0, je peux faire beaucoup de choses et grâce à ça, je démontre le théorème de Fermat. Je fais les pseudo-dérivées. La première par rapport à x. Donc ici, j'aurai xn moins 1. Ici, c'est p de x sur x. Et ça, puisque c'est x0. Donc j'aurai d1 sur x. Le deuxième, yn moins 1. Par rapport à y, la pseudo-dérivée par rapport à y, yn moins 1, plus g de y sur y, plus d2 sur y. Et la troisième, c'est par rapport à z, donc j'ai moins zn moins 1, d3 sur z égale à 0. Un système d'équations que je dois résoudre. Qu'est-ce que je fais? Je fais la somme égale à 0. Puisque ça est égal à 0, qu'est-ce que je dois démontrer? Je dois démontrer que ça ne peut, il est tout le temps différent de 0. Il ne peut pas être égal à 0. S'il est égal à 0, ça veut dire que le théorème de Fermat, il est faux. Moi, le but, c'est puisque ça, il est nul, je démontre que celui-là est différent de 0, quel que soit x, y, z entier. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Euler, il a démontré le théorème de Fermat pour n égale à 3. Ça veut dire que xn plus yn moins x3 pardon, plus y3 moins z3 est différent de 0. Ça a été démontré. Moi, je pars du principe que si n égale 3, c'est démontré. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Pour avoir 3, c'est-à-dire n égale à 4. Je vais mettre ça, voilà, D1 x sur x plus D2 plus D3, ça, je vais mettre, il est différent de 0. Parce que ici, j'ai à résoudre des équations. Combien de variables j'ai? J'ai le x, j'ai le y, j'ai z, j'ai p de x, j'ai 2y, j'ai d1, j'ai d2, j'ai d3. Ça veut dire que le système, il doit avoir des solutions. Donc, j'ai la première équation, là voilà. D1 plus D2 plus D3 égale à 0.
La deuxième, D1 sur X plus D2 sur Y plus D3 sur Z, je le prends différent de 0. Le voilà. Ça veut dire, si je le prends différent de 0, ça veut dire qu'il peut être égal à une valeur. Je peux mettre alpha. Donc ça veut dire que j'ai une autre variable en plus, une inconnue en plus. C'est-à-dire ça me permet de résoudre facilement le système. Si je prends celui-là différent de 0, pour que le théorème de Fermat pour n égale à 3 soit vérifié, ça différent de 0, il faut que ça soit égal à 0. Pour quelle raison? S'il n'est pas égal à 0, c'est-à-dire il est égal à 0, c'est-à-dire quel que soit x, y, z, attention. Si celui-là, par exemple, il est égal à 2, si celui-là n'est pas différent de 0, il peut être égal à moins 2. 2 moins 2 égale à 0. Ça veut dire x3 plus y3 moins z puissance 3 égale à 0. Ce qui est faux. Impossible. Donc si je prends celui-là différent de 0, obligatoirement, p de x sur x plus z de y sur y, et il est égal à 0. Maintenant, p de x sur x plus z de y sur y égale à 0. Je prends à partir de là g de y. À quoi il sera égal? Moins y p de x sur x. Je le remplace ici. P de x plus g de y. Qu'est-ce que ça va me donner? P de x, je remplace g de y par sa valeur. C'est moins y sur x, p de x. Je prends p de x en facteur. Qu'est-ce que ça donne? 1 moins y sur x. Est-ce que ça peut être égal à 0? Il est égal à 0 pour si x est égal à y. Mais si x est égal à y, le théorème de Fermat, il est vérifié. Parce que j'aurai ça, ça égale à ça. J'aurai 2yn moins zn égale à 0. Impossible, parce que 2yn égale à zn, si je prends le 2, ce n'est pas un carré parfait. Donc on ne pourra jamais avoir p de x plus g de y égale à 0. Et le théorème de Fermat, il est démontré pour n égale à 4. Ça veut dire, puisque j'ai mis ici n égale 4. Euler, il a démontré pour n égale à 3. Moi, je viens de démontrer pour n égale à 4. Je refais le même travail. Maintenant, je vais mettre n, puisque c'est n égale à 4. Ça veut dire ici n égale à 5. La récurrence. n égale 5. Ça veut dire c'est vrai pour n égale 5. Si c'est vrai pour n égale 5, c'est vrai pour n égale 6. C'est vrai pour n égale 7, c'est vrai pour n égale à l'infini. Quel que soit n, le théorème de Fermat, il est démontré. Voilà. Et je trouve des difficultés à convaincre la communauté internationale à accepter mon travail. Je l'ai démontré en 2001. Et j'ai envoyé à toutes les revues du monde et personne n'a accepté. Toujours, on vous trouve des arguments fallacieux. On n'a pas compris ceci, cela. Ce n'est pas de notre faute, c'est pas, etc., etc. Et j'ai eu des contacts avec des grands mathématiciens qui reconnaissent le calcul pseudo-différentiel, mais blackout total sur la scène internationale. Maintenant, comme les dérivées classiques, le contraire de la dérivée, c'est l'intégrale. Pour passer, donc, si vous avez la dérivée de x2, c'est 2x. L'intégrale de 2x dx, ça sera x2, bien sûr, plus une constante. Ça, c'est pour le calcul classique, les dérivées classiques. Pour les pseudo-dérivées, c'est la même chose. Nous avons la pseudo-intégrale. Pseudo-intégrale, donc ça c'est intégrale, donc pseudo-intégrale, je vais faire ça. Donc, donc la pseudo-intégrale, par exemple, de xn, ym, parce que je peux faire la pseudo-intégrale par rapport à x, par rapport à y, c'est comme la pseudo-dérivée. Donc, par exemple, par rapport à x, dx, donc ça sera n plus m plus 1 sur n plus 1, xn plus 1, ym. Voilà la pseudo-intégrale. Maintenant, si je la fais par rapport à
dy, xn, ym, dy. C'est n plus m plus 1 sur m plus 1, xn, ym plus 1. Voilà. Maintenant, quand j'ai un polynôme, je fais la pseudo-dérivée. Donc on a dit que le système, les solutions du système appartiennent au polynôme initial. La même chose, les pseudo-intégrales, leurs solutions appartiennent, mais comment on va trouver ces pseudo-intégrales? J'ai donné un exemple ici. Donc toujours, pseudo-intégrale de p, x, y, z, dx est égale à y, p, c'est-à-dire la pseudo-dérivée de la pseudo-intégrale de p, x, y, z sur dy, moins z, p, d, la pseudo-intégrale de p de x, y, z, dx sur dz. La pseudo-intégrale. Donc les solutions qu'on trouve ici, ils appartiennent aux solutions de le polynôme initial et aux solutions du système des pseudo-dérivés. Et c'est la même chose pour p, la pseudo-intégrale de p de x, y, z, par exemple, dy, c'est égal à x, p, d de pseudo-intégrale de p de x, y, dz sur dx, moins z, p, la pseudo-intégrale p de x, y, z, dy sur dz, etc. Voilà la pseudo-intégrale. Donc, il y a le polynôme, la pseudo-dérivée, la pseudo-intégrale. Voilà. C'est tout ce qu'il y a concernant le calcul pseudo-différentiel et le théorème de Fermat. Maintenant, on va passer à l'équation du 5e et du 6e degré. Vous savez que depuis 4 siècles à peu près, depuis Galois, toujours avant Galois, avant Newton, tous les mathématiciens, ils cherchaient toujours à trouver des solutions à des équations. Ils ont pu trouver la solution, bien sûr, de l'équation du premier et du second degré, vous savez les faire. Il y a celle du 3e degré et 4e degré qui ont été découvertes par Ferrari et Cardan. Et l'équation du 5e degré, toutes les tentatives des grands mathématiciens ont échoué. Et avec Galois, il a démontré qu'il était quasi impossible de trouver la solution de l'équation du 5e degré avec les radicaux algébriques. On pouvait trouver pour certaines équations, on pouvait trouver des solutions. Mais pour trouver une méthode générale, il est impossible. Donc les mathématiciens, ils ont fermé les livres d'algèbre et ils sont passés à autre chose. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font des approximations, c'est-à-dire il y a des méthodes où on trouve une valeur approximative pour des solutions d'une équation du 5e degré. Eh bien, j'ai résolu l'équation du 5e degré et du 6e degré. L'erreur des mathématiciens, c'était quoi? Ils ont voulu résoudre l'équation du 5e degré. L'équation du 5e degré, impossible de la résoudre toute seule. L'équation du 6e degré, impossible de la résoudre toute seule. L'équation du 5e et du 6e, pour résoudre l'équation du 5e, il me faut l'équation du 6e. Et pour résoudre l'équation du 6e degré, il me faut l'équation du 5e degré. C'est du 2 en 1. J'ai mis au point un polynôme. Voilà le polynôme. Quand on le voit comme ça ne veut rien dire. Lambda 1 x6 plus lambda 2 x5 plus lambda 3 x4,
plus 2 lambda 2 lambda 3 sur 3 lambda 1 moins 5 lambda 2 au cube sur 27 lambda 1 au carré x3 plus lambda 5 x2 lambda 5 sur 3 lambda 1 moins lambda 2 au cube lambda 3 sur 27 lambda 1 au cube plus lambda 2 puissance 5 81 lambda 4 puissance x plus lambda 7. Si vous dites à un mathématicien, quel que soit son rang, que j'ai résolu l'équation du 5e degré, il ne va pas vous écouter. Il va vous dire impossible. On va démontrer que c'est possible. Ce polynôme, c'est un polynôme invariant. C'est moi qui l'ai inventé. C'est un polynôme invariant. Qu'est-ce que ça veut dire, polynôme invariant? Si je fais un changement de variable, x, par exemple, je prends petit x égale grand X plus t. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais retrouver un autre polynôme de degré 6. Simplement, ici, par exemple, ici, je vais trouver K2, K1, je vais changer les noms. Ici, je vais trouver K1. Ici, qu'est-ce que je vais trouver? K2, K3. Ici, je vais trouver 2K2, K3, 3K1. Donc, il est invariant. Maintenant, s'il est invariant, si j'annule le lambda 2, vous l'avez fait dans les équations du second degré, la forme canonique. La forme canonique, on éliminait ax2 plus bx plus c, on éliminait le b en faisant x égale x moins b sur 2a. Ici, si je fais x égale grand X moins lambda 2 sur 6a, le lambda 2, il va devenir égal à 0. Regardez ici le lambda 2. Ici, il n'y a pas de lambda 2. Donc, j'aurai lambda 1, x6. Lambda 3, x4. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Lambda 2, il est nul. Lambda 2, il est nul. Ça veut dire x3, il n'y a pas. Ici, il n'y a pas lambda 2. Lambda 5, ici, il y a lambda 2, lambda 2, lambda 2. Ça veut dire les coefficients impairs, ils vont disparaître. J'aurai une équation en x6, x4, x2 est constante. Ça, c'est une équation bicarrée qu'on peut résoudre. Donc, si j'ai un polynôme sous cette forme, je peux les résoudre. Mais simplement, nous, les polynômes qu'on a, ils ne sont pas sous cette forme. On doit les mettre sous cette forme. On va résoudre l'équation du 5e degré. Comment on va faire? On va la mettre sous la forme du 6e degré. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier ax5 plus bx4 plus cx3 plus dx2 plus ex plus f par x moins alpha. Si je multiplie par x moins alpha, ça va devenir une équation du 6e degré. Et alpha, c'est une variable libre. C'est un virus. C'est ça qui va me permettre de résoudre, de casser le mythe de l'équation du 5e degré. C'est-à-dire on ne peut pas la résoudre, mais je vais le faire avec ça. Quand je vais développer, je ne vais pas le faire parce que c'est lent, quand je vais développer, j'aurai une équation du 6e degré et partout j'aurai des alphas. Ici, alpha, 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 alpha. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le coefficient en x6 ici. Je vais le mettre à peu près. Donc je vais mettre a'x6 plus b'x5 plus c'x4 plus d'x3 plus e'x2 plus f'x. Ici, c'est sûr et certain, c'est moins alpha f. Je vais adapter ça. Le f', attention, ce n'est pas la dérivée. Hein. Ça, je vais le mettre égal à ça. Ça veut dire le f, il est égal à lambda 2, lambda 5. Ça veut dire lambda 2, lambda 5 fois, etc., etc. J'aurai une équation du 5e degré. Mais l'équation du 5e degré, à peu près, hein, c'est pas ça. L'équation du 5e degré que je vais résoudre, il faut que ça soit égal à ça. Ça va être alpha 1, par exemple, x5, plus alpha 2, x4, plus alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5, alpha 6. OK? Mais ici, non,
pour ne pas confondre avec les alpha. Non, je vais mettre autre chose, bêta. Bêta 1, bêta 2, bêta 3, x3, plus bêta 4, x2, plus bêta 5, x, plus bêta 6. Mais dans ce bêta, il y a le alpha, la variable libre. En mathématiques, pour les algébristes, une équation du 5e degré, si j'ai une relation entre les coefficients, un des deux coefficients, je peux résoudre l'équation. Parce que ici, j'aurai un alpha quelque part, alpha, ici alpha au carré, alpha 3, alpha 4, alpha 5, etc. Il suffit d'avoir une relation, par exemple, entre ça et ça, l'équation elle est résolue. Une fois j'ai adapté cette équation à celle-là, je vais faire la même chose pour ici. Mais pour le faire, il va falloir faire un changement de variable. Toujours, je fais petit x égale à grand X plus t ou bien grand X. Ça dépend de la variable que j'ai prise. Je fais à chaque fois un changement. Donc ici, je vais faire un changement de variable. Ici aussi, je vais faire un changement de variable. Ici, j'aurai à résoudre une équation du 3e degré. L'équation du 3e degré, on peut la résoudre, c'est facile. Une fois mon polynôme il est sous cette forme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais annuler le lambda 2. Si j'annule le lambda 2, le lambda, donc ici, il va disparaître, ici, il va disparaître. J'aurai une équation bicarrée que je peux résoudre. Donc voilà, en même temps, je peux résoudre l'équation du 5e degré et l'équation du 6e degré. En plus, j'ai la méthode pour tous les polynômes, 8, 10, 12, 20, 100 degrés, j'ai la méthode pour les faire. Donc, avec ça, je peux résoudre une équation à n'importe quel degré. S'il le faut jusqu'à 1 million de degrés, je peux avoir les polynômes invariants. C'est très facile, mais malheureusement, personne ne vous écoute. C'est dans leur esprit que c'est impossible, ou bien, je ne sais pas, vous n'avez pas le droit de faire, vous n'avez pas le droit de démontrer ce qui a été démontré impossible. On va revenir au 0 sur 0. Si je prends un polynôme P, X, Y, Z par exemple, égale, donc, x2 moins x, y plus z, etc. Et je prends la constante. La constante 1, par exemple, plus 1. Je vous ai dit tout à l'heure, 1, c'est x puissance 0. Mais 1, ça peut être x puissance 0. Mais ça peut être x puissance 0, y puissance 0. Si je fais la pseudo-dérivée de ça, parce que ça donne quoi? Nous, normalement, on a 1 sur 1. Si on fait la pseudo-dérivée par x, ça donne 1 sur x. Donc, si je fais, donc je vais l'appeler un polynôme q, xy, bien sûr. Donc, j'aurai p dqxy sur dx. Ça donne quoi? Ça donne 0, x moins 1, y puissance 0 sur combien? 0 plus 0. 0 plus 0. 0 plus 0. Ça, c'est 1. Donc, ici, j'aurai 0 sur 2 fois 0. 1 sur x. 0 avec 0 se simplifie, ça donne 1 sur 2x. Donc, dorénavant, 0 plus 0, c'est 2 fois 0. Et c'est la même chose si je le prends 1 égale x puissance 0, y puissance 0, z puissance 0. Je vais obtenir, si je fais la pseudo-dérivée par rapport à x, j'aurai 0, x puissance moins 1, y 0, z 0 sur combien? 0 plus 0 plus 0. Ça donne 1 tiers.
1, 1 sur 3x. Donc la notion de 0 sur 0 qui est impossible, qui est indéterminée, c'est faux. C'est faux. Simplement, en mathématiques, nous on a l'habitude de faire A fois B divisé par C. On fait A fois B, je divise par C, ou bien A sur C fois B. C'est la même chose. Ici, non. Avant de faire le produit, on doit faire la division, le rapport, on divise. Donc ça sera A sur C. Ce qu'on va trouver, on le multiplie. Parce que ici, si je multiplie par 0, ici j'aurai un 0. C'est faux. Donc je dois simplifier. Ici, j'aurai 0 sur 3 0. 0 avec 0, ça part, c'est un tiers. Il va me rester une dernière chose. La pseudo-dérivée de x sur y. Si je prends un polynôme x sur y, x sur y. La pseudo-dérivée p dp xy sur dx, par exemple. Comment je vais faire la pseudo-dérivée? Je vais dire que ça, je vais le monter en haut. xy moins 1. Ça donne quoi? Je fais comme ça, par abus d'écriture. Hein. Ça donne quoi? 1 fois y moins 2, moins 1 sur la somme des exposants. Sur z, sur 0. Donc on dirait que y sur x ou la x sur y n'admet pas de pseudo-dérivée. Non, il admet une pseudo-dérivée. Donc, c'est comme le problème de la fonction ln de x. ln de x, quand on fait l'intégrale de 1 sur x, on va trouver ln de x. Ici, c'est la même chose. Simplement, les x sur y, sa pseudo-dérivée n'est pas constante. Ce qu'on a fait, toutes les pseudo-dérivées, toutes les dérivées que vous avez faites, elles sont constantes. x2, c'est 2x. Ici, non. Ici, ça dépendra. Donc, si j'aurais ça plus x sur y, la pseudo-dérivée de x sur y dépend de ça. Si je vais changer ça, la pseudo-dérivée change. Même si les valeurs x, y sont les mêmes. Ce que j'ai à dire à la communauté scientifique internationale. On veut me signifier que je n'ai pas le droit de réfléchir. Maintenant, je pense, on n'est plus dans le domaine des mathématiques, mais bel et bien dans celui de la morale. La science n'a pas de frontières. La vérité éclatera tôt ou tard. Ce sera une tache noire dans l'histoire des mathématiques que devront assumer ceux qui sont sourds à mes sollicitations. Je suis victime d'un crime moral sur lequel la justice humaine n'a aucune prise. Je compte sur la justice céleste et le tribunal de l'histoire pour me rétablir dans mes droits. J'ai commis un crime impardonnable dû à une erreur de jeunesse qui est celui de réfléchir. Non satisfait de ce délit, j'en commets un autre plus grave encore, qui est celui de réfléchir, de faire des découvertes qui feront avancer la science et qui engendreront le développement de l'humanité tout entière. Cette tâche, ce n'est pas à Hassan Saadi qu'elle revient, mais bien à d'autres. C'est un domaine réservé à qui de droit. Je reconnais solennellement ma faute et je jure devant Dieu et l'histoire que je serai toujours hors la loi et que je réfléchirai toujours advienne que pourra. Vive la recherche. Bien à vous.